Edmund avait mangé sa part de déjeuner, mais il ne l'avait pas vraiment savouré, parce qu'il pensait tout le temps au loukoum, et il n'y a rien qui gâche plus le goût d'une bonne nourriture ordinaire que le souvenir d'une mauvaise nourriture magique. Bienvenue derrière la porte de l'armoire, le podcast où on vous emmène à la recherche des sens cachés dans les histoires de mondes imaginaires créées par C.S. Lewis, l'auteur des célèbres chroniques de Narnia. Bonjour Lola. Bonjour Anna. Et nous nous étions laissés dans le barrage de Monsieur et Madame Castor. La tension est à son comble, Edmund est chez la sorcière blanche, ses frères et sœurs essayent de le sauver. Et là, nous allons retrouver Edmund dans la maison de la sorcière. Chapitre 9. Dans la maison de la sorcière. Edmund a quitté la maison des castors après avoir entendu le plan de rencontrer Aslan à la table de pierre. Au cours de sa longue marche à travers la neige, il s'efforce de se convaincre que la sorcière est du bon côté et que tous les autres ont tort. Il y parvient en pensant au loukoum et au changement qu'il apportera à Narnia après être devenu prince. Lorsqu'il arrive au château de la sorcière blanche, il découvre une cour remplie de statues de pierre. La première qu'il voit est un lion, et il croit qu'il s'agit d'Aslan. À l'entrée du château, Edmund est arrêté par un énorme loup nommé Maugrim, le chef de la police secrète. Le loup va chercher la sorcière, qui est furieuse lorsqu'elle voit qu'Edmund est venu seul. Malgré cet accueil, Edmund lui raconte tout ce qu'il a entendu chez les castors. La sorcière est ébranlée en apprenant qu'Aslan est à Narnia et ordonne à son serviteur de préparer un traîneau sans clochette. Un chapitre effrayant, n'est-ce pas ? Ouais. La citation qu'on a lue pour commencer ce podcast, c'est une de mes citations préférées dans tout le livre. Cette idée que le goût de la nourriture ordinaire est gâché par le souvenir d'une mauvaise nourriture magique. Moi, c'est une idée qui me parle beaucoup. Je trouve que c'est une phrase qui est pleine de sagesse et en même temps d'une étonnante actualité. Parce qu'elle ne parle pas juste de nourriture magique, mais pour moi, elle exprime l'idée de l'envie, dans le sens de l'insatisfaction, qui est le moteur de la pub aujourd'hui. Toutes les pubs aujourd'hui sont basées sur l'idée qu'il faut toujours avoir plus, qu'il faut toujours avoir mieux. Et je voulais dire aussi que quand on parle de mauvaise nourriture, il ne s'agit pas de condamner le sucre en soi. D'ailleurs, si vous vous souvenez, on avait une description du dessert chez les castors ou bien même chez le faune. C'était des gâteaux avec du sucre. Et puis plus tard, dans un autre livre, à un moment donné, il y a un garçon qui va donner un bonbon à la menthe à une petite fille pour la réconforter quand elle pleure. Donc voilà, l'idée du sucre en lui-même n'est pas condamnée. Ici, le mot mauvaise nourriture magique fait référence au fait qu'elle est addictive. Plus on en a, plus on en veut. Et l'idée ici, c'est que il faudrait réussir à se satisfaire des petites joies simples de la vie. C'est une leçon de sagesse. Et ça me fait penser, par exemple, à ce que dit la Bible dans l'Ecclésiaste, qui prône souvent les joies simples de la vie, comme le fait de manger et boire. Je vais juste vous lire un verset dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 7, qui dit « Va, mange ton pain dans la joie et bois de bon cœur ton vin, car Dieu prend plaisir dès maintenant à ce que tu fais. » Donc non seulement il y a l'idée de profiter de la vie, mais en plus, Dieu a du plaisir à nous voir prendre plaisir. Oui, il y a un véritable amour des choses réelles, des choses concrètes, des choses authentiques. Et cette citation me touche aussi énormément. Je pense que c'est le propre de l'homme. On pourrait dire aujourd'hui particulièrement, mais non, je pense que ça traverse les âges. L'amour du fantasme au détriment de notre réalité. Et il y a cette citation qui dit « L'herbe est toujours plus verte ailleurs ». Et on voit parfois des gens jeter à l'eau ce qu'ils ont pour quelque chose qu'ils pourraient avoir. J'avais entendu un témoignage qui était très triste d'une dame qui était désolée car elle avait vu aux premières loges un homme quitter sa femme de plus de 50 ans de mariage parce qu'il avait appris que son amoureuse de quand il avait 16 ans était devenue célibataire et qu'il avait eu tellement envie de retrouver cet amour de jeunesse qu'il avait
tout fichu à l'eau pour pouvoir avoir une chance de vivre cette amourette alors qu'il ne savait même pas s'il était intéressé ou non. Et la dame qui avait vu cette histoire trouvait tellement triste l'idée de gâcher des décennies de mariage pour quelque chose qui n'existait même pas ou qui n'existait peut-être pas. Alors évidemment, on ne connaît pas les détails de ce couple, mais je trouve que c'est une assez belle image de jeter quelque chose qu'on connaît pour quelque chose qu'on imagine. Et je pense que ça nous arrive souvent. On peut même voir ça dans la génération Instagram, où on a l'habitude de voir que les réussites des gens, que les bons côtés des gens, et on connaît notre réalité. Donc d'accepter que la réalité des autres est aussi cachée, qu'ils ne montrent que ce qu'ils souhaitent montrer, et que la joie dans les choses réelles de la vie est un bien précieux. Donc on trouve toujours la caractéristique d'Edmund ici, qui est de prêter aux autres des mauvaises intentions. On a déjà vu ça, et là on le retrouve lorsque le narrateur nous dit il avait entendu la conversation, mais il ne l'avait pas appréciée non plus, parce qu'il continuait à croire que les autres ne faisaient pas attention à lui et essayaient de lui battre froid. Ce n'était pas vrai, mais il se l'imaginait. D'ailleurs, quand il entend le nom d'Aslan, contrairement aux autres enfants, à cause de ces mauvais sentiments qu'il imprègne, eh bien, il éprouve un sentiment d'horreur mystérieuse, dit le texte. Tous les autres ont un émerveillement quand ils entendent ce nom, et lui, c'est l'horreur qu'il ressent. Alors, on en a déjà parlé, mais c'est l'idée que, comme il fait le mal, là, il a choisi le mal, et que Aslan représente le bon, le vrai, la lumière, il veut fuir ce bon, ce vrai, cette lumière, pour que ses mauvaises actions restent cachées. Et comme il s'agit d'un conte, eh bien c'est le nom même, le nom seul d'Aslan qui a déjà du pouvoir. Mais dans la vraie vie aussi, celui qui fait le mal souvent préfère se cacher. Ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il n'a pas son manteau. Ah oui. Il n'a pas ce qui le protège, ce qui le fait d'avoir chaud dans un environnement rude, mais on a déjà vu que le manteau avait une image qui était belle, que on dirait des rois et des reines dans leur manteau trop grand, et il n'a pas cet attribut royal à ce moment-là. Il rêve d'être roi, il rêve de pouvoir, mais il n'a pas l'apparence d'un roi. Il l'avait, mais il l'a oublié. Il a oublié chez les castors ce qui pouvait faire de lui un roi. Et je trouve que c'est très comique avec cet Edmund méprisant qui rêve de grandeur, qui en a pas grand-chose à faire des castors, d'oublier son accessoire royal, en tout cas d'une certaine manière, chez des humbles castors. Bien vu, ouais. On voit aussi, encore une fois, par rapport à ses motivations, qu'il est corrompu, mais pas complètement, et qu'il a encore la possibilité de revenir en arrière. Le narrateur dit « Il ne faut pas conclure, même maintenant, qu'Edmund était suffisamment méchant pour vouloir réellement que son frère et ses sœurs soient changés en pierre. Ce qu'il voulait, c'était manger des coups, m'être prince, puis roi, et prendre sa revanche sur Peter, qu'il avait qualifié de dégoûtant. En ce qui concerne le traitement que la sorcière réservait aux autres, il ne voulait pas qu'elle soit trop gentille avec eux, ni surtout qu'elle les mette sur le même plan que lui. Il croyait, ou plutôt faisait semblant de croire, qu'elle ne leur ferait rien de très méchant, parce que, se disait-il, tous les gens qui colportent des horreurs à son sujet sont ses ennemis, et la moitié de leur racontard n'est sans doute pas vrai. Elle a été extrêmement gentille avec moi, beaucoup plus gentille qu'eux en tout cas, et j'espère vraiment qu'elle est la reine légitime. De toute façon, elle sera meilleure que cet horrible Aslan. Telle était, tout du moins, l'excuse qu'il se donnait pour justifier sa propre conduite. Ce n'était pas une très bonne excuse, cependant, car tout au fond de son cœur, il savait pertinemment que la sorcière blanche était méchante et cruelle. Donc certes, il n'est pas tout à fait corrompu encore, mais en même temps, on voit aussi qu'il est véritablement coupable, parce qu'il se ment à lui-même, ce qui est une attitude typique aussi des personnes qui choisissent le mal. Se mentir à soi-même, c'est une façon de pouvoir continuer à faire le mal en toute impunité. Et ici, c'est ce qu'il fait, il se dit que la sorcière, elle est gentille et que dans le fond, tout ce qu'il a entendu n'est pas vrai, alors qu'il sait qu'il a tort. C'est intéressant, ça me fait penser à un point. Quelle est la différence entre la gentillesse et la bonté ?
Et il se plaint en disant qu'ils n'ont pas été très gentils avec lui, mais je pense que tout le monde a été très bon, en tout cas du côté de ses frères et sœurs et de monsieur et madame Castor. Et est-ce qu'on préfère la gentillesse à la bonté des gens qui nous entourent ? Pour moi, je définirais, peut-être que j'ai tort dans ma définition, mais la gentillesse, ça me fait penser à quelque chose d'assez superficiel, d'assez agréable, mais qui n'est pas forcément ancré dans le bien. La bonté, j'y vois quelque chose de très profond, de fondamentalement authentique, qui pousse à l'amélioration et qui pousse à ce que toutes les personnes que toutes les personnes concernées par la situation puissent grandir dans le bien et dans la vérité. J'ai l'impression qu'Edmund cherche constamment la facilité. La facilité de ne pas avoir à s'améliorer pour être une personne qui fait le bien, mais une personne qui cherche le pouvoir pour pouvoir faire qu'à sa tête. Une personne qui cherche non pas la bonté chez les gens, mais la gentillesse pour que ce soit agréable à vivre, un point c'est tout. Et on voit qu'il va dans le mur avec ce comportement. Et c'est intéressant. Encore une fois, je pense que je répète ça assez souvent, mais à la fois Edmund m'horripile, mais à la fois je dois veiller à ne pas avoir des tendances comme lui et comme son comportement, parce que c'est tellement facile de tomber dans cette manière de penser. Et ici, on voit d'ailleurs dans le texte qu'il fait preuve de beaucoup de courage et de détermination, parce que, comme tu l'as dit, il a oublié son manteau, en plus il fait très sombre, et il a beaucoup de mal à avancer, il y a des flocons de neige qui tourbillonnent de tous les côtés, il voit à peine 1 mètre devant lui, dit le texte, en plus il n'y a pas de chemin, il glisse sur des profondes coulées de neige, il dérape dans des petites mares gelées, il bute contre des troncs d'arbres abattus, il glisse sur des talus à pic, je suis en train de lire le texte, là il y a une accumulation, il s'est raflé les tibias contre des rochers, tant et si bien qu'il ne tarde à pas être complètement transi et contusionné. Et puis il y a le silence et la solitude qui sont épouvantables, et le narrateur dit « Je pense vraiment qu'il aurait renoncé à son plan et serait rentré pour avouer sa faute et faire la paix avec les autres, s'il ne s'était pas dit soudain « Lorsque je serai roi à Narnia, la première chose que je ferai serait de construire quelques routes convenables. » Et puis voilà, il se met à penser à la royauté, et puis ça lui fait beaucoup de bien, ça le réconforte. Il décide du palais qu'il va avoir, des voitures qu'il va avoir, du cinéma privé qu'il va avoir, des voies ferrées qu'il va faire tracer, etc., des lois qu'il va promulguer contre les castors et leurs barrages. Et voilà, et tout ça, ça lui donne du courage. Et donc, on voit des qualités qui pourraient être positives, il continue, alors que c'est super dur, mais en même temps, tout ça, c'est mis au service du mal, et ses motivations sont mauvaises. Donc, du coup, c'est pas terrible. Il me fait beaucoup rire avec j'appelle ça son ego de conquistador. Ah oui. C'est que il impose il calque sa manière de penser, sa manière de vivre dans le monde des humains, dans le monde de Narnia, et j'imagine les travaux de BTP à Narnia pour faire des routes goudronnées, ça me fait beaucoup rire. On est encore une fois dans ce manquement de jugeote. On le voit dans le chapitre précédent avec Peter qui veut se faire passer pour un colporteur pour aller sonner chez la sorcière blanche. Ils restent très humains, très anglais dans leur manière de faire et de penser, pas encore totalement habitués au monde de Narnia et aux us et coutumes. Et donc, alors c'est super dur, mais d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe et qui lui simplifie la tâche, c'est la lune qui apparaît. Et grâce à cette lune, il va pouvoir aller chez la sorcière. Et là, on peut se demander, tiens, pourquoi cette lune apparaît, pourquoi finalement la tâche lui est simplifiée. Et je me dis qu'à ce stade-là, au stade où il en est, il faut qu'il aille jusqu'au bout, finalement. Il faut qu'il aille au palais de la sorcière pour la rencontrer, pour lui parler et pour être obligé de constater sa méchanceté pour qu'il ne puisse plus justement se mentir à soi-même comme il le fait ici en se disant « Oh, de toute façon, elle est bonne, etc. » Et voilà, s'il va jusqu'au bout, eh bien, il sera obligé de reconnaître qu'il a eu tort. Et je crois que c'est pour ça que la lune, qui est ici un symbole de providence, encore une fois, elle n'apparaît pas par hasard, elle est là pour le guider vers la sorcière. Et je crois qu'à ce stade-là, il faut qu'il y aille. Il faut qu'il aille jusqu'au bout. Maintenant, il est trop avancé pour s'arrêter là. C'est comme ça que je l'interprète, en tout cas. De toute façon, qu'il faut qu'il y aille ou pas, c'est ce qu'il fait. Oui. Il y va et on touche le fond. Enfin, en tout cas, on commence à toucher le fond et puis après, on va continuer à creuser. Mais tu sais qu'il y a la notion de grâce qui se pose déjà, au lecteur en tout cas. Comment comprendre Edmund
est-ce qu'il est sauvable? Est-ce qu'il est justifiable? Est-ce qu'on va un jour l'apprécier? Ou est-ce qu'il va représenter quelqu'un qui continue à s'enfoncer encore et encore? Où on a de plus en plus de charges contre lui, de moins en moins de sympathie et de bienveillance. Et ça, je pense que ça relève plus du lecteur que de l'auteur. Comment est-ce que nous on le comprend? Est-ce qu'on serait capable de lui pardonner? Est-ce qu'on le justifie ou non? Je trouve que c'est très intéressant parce que c'est un personnage miroir. Comment est-ce qu'on voit les failles des autres? Comment est-ce qu'on voit leurs erreurs et comment est-ce qu'on les gère? Alors, grâce à cette lune, il continue à avancer et puis il se retrouve devant la maison de la sorcière. Et là, on a une description que je trouve très intéressante de cette maison. Je vais vous la lire. La maison était en réalité un petit château. Il semblait uniquement composé de tours, des petites tours coiffées de longues flèches pointues comme des aiguilles. Elles ressemblaient à d'immenses bonnets d'âne ou encore à des chapeaux de magiciens. Elles brillaient au clair de lune et leurs ombres démesurées avaient l'air étrange sur la neige. Edmund commença à avoir peur de la maison. J'aime bien cette description parce que y a toute une série d'éléments négatifs qui veulent nous donner une impression négative avec les tours pointues comme les aiguilles. Alors, les bonnets d'âne, c'est quelque chose de négatif dans l'imaginaire d'Edmund, en tout cas en tant qu'écolier. Alors, les chapeaux de sorcier, alors c'est traduit par chapeau de magicien en français, mais c'est une mauvaise traduction parce qu'en anglais c'est sorcerer, c'est pas magician, et donc du coup il y a vraiment la connotation négative ici. Et du coup ça donne cette peur qu'il éprouve quand il regarde cette maison. J'aime bien on appelle ça une isomorphie, le fait que la maison ressemble à son habitante en fait. J'aime bien ce petit détail. Oui, la maison dans le film est vraiment très belle, très froide, elle fait peur. Je me rappelle avoir vu le film pour la première fois avec ma cousine, j'étais petite, et au cinéma, cette maison faisait tellement peur, elle avait l'air si froide, c'était terrorisant, et il y avait ce côté majestueux, mais il y avait ce côté tellement effrayant que je me rappelle avoir vécu je me rappelle l'avoir vécu de manière très vive. Donc je suis chapeau à l'équipe des films d'avoir réussi à représenter quelque chose de si proche, en tout cas dans les émotions de ce qui est écrit dans le livre de C.S. Lewis. Mm-hmm. Donc Edmund s'avance et puis il entre dans la cour et là il voit toute une série de statues en pierre. Et la première statue qu'il voit, c'est une statue de lion. Alors il commence à avoir peur de ce lion et puis ensuite il remarque qu'il y a un nain un peu plus loin, une statue de nain, et là il a une idée qui lui vient à la tête. Il se dit « Ah, j'espère que le lion va s'attaquer à ce nain plutôt qu'à moi ». Donc, une réaction assez égoïste. Et puis finalement... Oui, déjà pas beaucoup de respect pour les nains. Ouais, voilà. Et puis finalement, un soulagement intense quand il se rend compte que ce lion est en pierre. Et le narrateur insiste d'ailleurs là-dessus, il dit le soulagement qu'il éprouva fut si intense qu'en dépit du froid, il se sentit réchauffé jusqu'aux orteils, et en même temps, il lui vint à l'esprit une idée qui lui parut tout à fait merveilleuse. Et il resta là à savourer méchamment son triomphe sur le lion de pierre, puis il fit une chose très sotte et très puérile, il sortit de sa poche un bout de crayon et griffonna une moustache au-dessus de la lèvre supérieure du lion, et une paire de lunettes sur ses yeux, et il ricana « Oh là là, vieil idiot d'Aslan, cela t'amuse-t-il d'être en pierre ?» Il est irrécupérable à ce moment-là, Edmund. Ouais. Il en rate pas une, c'est impressionnant parce que on l'a vu trouillard. Donc c'est pas comme s'il était courageux, mais il s'attaque aux plus faibles, ou en tout cas à ceux qui peuvent pas se défendre, avec un plaisir malin et sadique. Oui, là vraiment, on a déjà dit, mais il a touché le fond et il creuse. Ouais. Il montre vraiment son manque de maturité là. Hein. Alors c'est vrai qu'il est jeune, mais il n'est pas dans une cour d'école là. Hein. Il est dans une situation sérieuse où il y a potentiellement une question de vie et de mort s'il se trompe de camp, et il prend pas du tout conscience de la gravité de la situation. Il pense qu'à faire des gribouillis, ou en tout cas il choisit de ne pas prendre conscience de la gravité de la situation. Et comme tu dis, il a touché le fond là. Et puis, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'il critique la manière dont les autres se sont occupés de lui. Il dit « La sorcière blanche a été plus gentille avec moi que eux l'ont été »,
mais à aucun moment, pour l'instant, il n'a montré une once de gentillesse, ni de gentillesse, ni de bonté d'ailleurs, à n'importe qui, enfin, à qui que ce soit dans l'histoire. Et ça, c'est très marquant. Il ne traite pas les autres comme il aimerait être traité. Tout à fait. Il se croit supérieur, il souhaite cette supériorité. Il ne veut pas que ses frères et sœurs meurent, mais en tout cas, il veut qu'ils soient inférieurs à lui, comme il mériterait de l'être, en quelque sorte. Il demande beaucoup d'égards, mais il en donne aucun. Oui, et d'ailleurs, je voudrais abonder dans le sens de ce que tu dis. Quand il voit d'autres statues ensuite, il éprouve aucune compassion à l'égard de ces personnages qui ont été transformés en statues. Pourtant, il voit bien que c'était des êtres vivants qui ont été frappés en pleine action. Parfois, on voit même encore une espèce de souffrance sur le visage. Il le voit tout ça. Mais il s'en fiche complètement. Il est totalement centré sur lui-même. Sa seule réaction face aux autres statues, c'est encore une fois la peur quand il passe à côté d'un géant. Et qu'il n'est pas sûr sur le coup que ce géant est en pierre. Mais il est vraiment très 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 égocentrique à ce moment-là. Et il n'est pas capable de penser à quelqu'un d'autre qu'à lui-même. Et puis il arrive à la porte. Et là, il voit un énorme loup. Et il décide de l'enjamber parce qu'il pense qu'il est en pierre, comme tous les autres. Sauf que, horrible frayeur, cette fois-ci, c'est un vrai. Et c'est un moment qui fait terriblement peur au lecteur. Et je trouve aussi dans le film, je ne sais pas si tu te souviens, c'est très bien fait aussi. Je me souviens, j'ai été terrorisée de ce film. Ouais. Je me rappelle, il n'y avait plus de place, donc on était au premier rang avec ma cousine. Et je me rappelle m'être réfugiée dans ses bras, totalement paniquée, parce que c'est la scène qui m'avait fait le plus peur. Et là, on voit qu'Edmund n'est pas sage, dans le sens de la sagesse, parce qu'il a les réactions exactement inverses de ce qu'il faudrait avoir, c'est-à-dire qu'il a peur des statues et il néglige de se méfier d'un vrai loup. Donc on voit que tout va de travers. Oui, d'ailleurs, il s'auto-rassure, tout va bien, se dit-il à plusieurs reprises. Ce n'est qu'un loup de pierre, il ne peut pas me faire mal. Et on touche à quelque chose qui peut paraître anodin, mais qui est en réalité un thème extrêmement récurrent et important, la définition du bien et du mal, du sûr et du dangereux. Et là, Edmund, depuis le départ, se base sur sa propre compréhension, se base sur ses propres sentiments de qu'est-ce qui est bien, de qu'est-ce qui est mal, de qu'est-ce qui vaut la peine d'être affronté et qu'est-ce qui ne vaut pas la peine. Et on voit qu'il fait des erreurs là-dedans. Et c'est très intéressant, et on va en reparler, mais cette confiance en lui, où il ne se fie qu'à lui-même, et il fait des erreurs, et on verra plus tard comment choisir avec sagesse sur quoi on se base, quelles sont les batailles qui valent la peine d'être livrées. On voit que c'est un sujet qui va revenir de nombreuses fois, et on en reparlera dans les prochains podcasts. D'ailleurs, ici, il y a beaucoup de choses qui montrent à Edmund qu'il a choisi le mauvais camp. Donc, par exemple, les paroles prémonitoires du loup, quand le loup lui dit « heureux favori de la reine » ou peut-être pas, quand le loup apprend que la reine veut bien le recevoir. Il y a ça, il y a l'ambiance sombre et lugubre à l'intérieur du château, il y a très peu d'éclairage. Il y a la statue de Monsieur Tumnus qu'il croise, qui a l'air très triste et qui, encore une fois, prouve à Edmund que ce que Lucie et les autres avaient dit est vrai. Et puis enfin, la réaction de la sorcière quand elle voit Edmund, qui est en total contraste avec la dernière fois qu'ils se sont rencontrés. Vous vous souvenez, elle riait d'un air enjôleur, elle lui disait que sa maison était un endroit ravissant et elle lui promettait des pièces entières remplies de loukoum. Et là, qu'est-ce qui se passe ? Elle crie d'une voix terrible et le menace. « Comment oses-tu venir sans ton frère et sans tes sœurs ?» Et voilà, donc là, il a énormément de raisons de se rendre compte qu'il a totalement tort et qu'il a choisi le mauvais camp. Et pourtant, malgré ça, eh bien, il révèle à la sorcière tout ce qu'il sait sur Aslan et sur ses frères et sœurs et l'endroit où il se trouve, etc. Alors, pourquoi est-ce qu'il fait ça, à ton avis ? Ce que je trouve intéressant, c'est qu'on peut se poser deux questions. Est-ce que Edmund y va pour les loukoum ou est-ce que Edmund y va pour le pouvoir ? Et c'est pas la même raison. Il y a une raison très enfantine, très addictive, qui veut du sucre, et à la fois, il voit peut-être ici la seule opportunité
d'avoir le pouvoir qu'il estime mériter, Ouais. d'avoir la puissance sur ses frères et sœurs. Mm. Et ce que je trouve intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'il donne tout pour essayer d'avoir ça, d'avoir les faveurs de la reine, coûte que coûte. Il a déjà joué, il a déjà parié, et là il fait un tapis. Il ne peut rien faire d'autre que de tout offrir. C'est pas très intelligent, mais c'est désespéré. Parce que lui a soif de pouvoir, mais la sorcière blanche a encore plus soif de pouvoir. Et elle ne va rien lui donner gratuitement. Il doit parler son langage, parce qu'il a choisi la voie de la méchanceté, de la compétitivité, de la manipulation, et il doit montrer qu'il est de valeur pour pouvoir survivre dans un monde où la valeur n'est pas intrinsèque. Là où on le vit beaucoup plus du côté d'Aslan, évidemment, et à plus forte raison dans la Bible, où il est répété maintes et maintes fois que la valeur d'un homme ou d'une femme est intrinsèque à lui. Les humains sont des créatures merveilleuses, qui n'ont pas besoin de faire des choses pour avoir de la valeur aux yeux de Dieu. Alors évidemment, c'est une belle et bonne chose d'avoir envie d'œuvrer pour le bien, d'avoir envie de construire pour le beau, mais ce n'est pas une condition pour avoir le respect, l'estime et sa place. Alors que là, on est dans un environnement froid où c'est la loi de la jungle, comme on l'explique chez les citadins, cette idée que c'est survivre, mourir et laisser mourir. On n'est pas du tout dans un cadre bienveillant, on n'est pas du tout dans un cadre pour enfants non plus, mais il a choisi son camp, le camp de la douleur, de la tristesse et du pouvoir, tout simplement. Oui, j'aime bien le mot désespéré que tu as employé, je crois que c'est tout à fait ça. Il est dans une situation désespérée, et il est allé tellement loin dans le mal que là, il a l'impression qu'il peut plus reculer, hein, même si effectivement il voit qu'il s'est trompé, et il est aussi probablement poussé par la peur de ce qui pourrait lui arriver s'il ne collabora pas, parce qu'évidemment maintenant il est dans la maison de la sorcière blanche, il est à sa merci, hein, et donc oui, alors il aurait peut-être pu ne pas donner tous les détails sur le fait qu'ils sont dans la maison des castors et Aslan est là, etc. Mais je pense qu'il est tellement terrorisé que là, il réfléchit même plus, quoi. Oui, il avait pas trop l'option de dire à la sorcière blanche « Écoute, en fait, c'est moins sympa là où tu es, donc je retourne et je vais choisir Aslan à la prochaine, sans rancune. » Ouais, c'est ça. Ça n'aurait pas donné la même saveur au livre. Et un détail à la fin que je trouve à la fois tragique et à la fois drôle, le traîneau sans clochette. Oui. Les clochettes, c'est tellement gai, c'est tellement noélique que d'imaginer l'écurie des reines avec les harnais, avec les clochettes, les harnais sans clochettes, évidemment c'est pour être furtif, c'est pour ne pas être vue et entendue, elle qui aime tellement parader quand elle est avec les clochettes pour annoncer au monde qu'elle est la plus belle, la plus grande, la plus puissante. Mais là, elle va en mission furtive. Mais oui, ces clochettes, j'imagine toujours les clochettes dorées, un peu kitsch, et ça me fait beaucoup rire. Et donc, on s'arrête en plein suspense, hein, puisque voilà, elle demande à ce que soit préparé son traîneau sans clochette. Donc, on sait qu'elle va poursuivre les enfants et les castors. Mais il va falloir qu'on patiente, et notamment, il va falloir qu'on patiente pour savoir ce qui va arriver à Edmund, parce que dans le chapitre suivant, il ne sera plus du tout question de lui, mais on va retrouver les castors et les autres enfants qui se sauvent, et donc il va falloir faire preuve de patience pour savoir la suite. Est-ce que Edmund aura ses chambres de loukoum ? Oh, c'est mal barré quand même. C'est mal barré. Voilà, à la prochaine fois. À la prochaine. Merci de nous avoir accompagnés pour cette nouvelle aventure derrière la porte de l'armoire. Vous pouvez nous retrouver sur Spotify, Audible, YouTube et Amazon Music, ainsi que sur Instagram, derrière la porte de l'armoire tout attaché et sans accent, et Facebook. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à nous mettre un pouce bleu ou quelques étoiles ou encore un commentaire. Ça nous permettra de mieux nous faire connaître. Vous pouvez aussi nous envoyer vos suggestions, remarques, questions sur nos réseaux sociaux ou par mail sur derrière-la-porte-de-l'armoire@gmail.com, tout attaché, sans accent et sans majuscule. À très bientôt pour un nouvel épisode.